mois, la décharge d'Akwédo va fermer. Le processus de réhabilitation des sites pollués est en cours. Le premier centre d'enfouissement technique sera mis en service au mois de juillet 2018. Nous irons à Akwédo dans une poignée de minutes. Le 8 février 1974, Aboubakar Sangoulé Lamizana suspend la Constitution. Cette deuxième république va être mise en péril par des dissensions au sein du parti majoritaire. Retour sur les faits dans l'éphéméride. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La décharge d'Akwédo va fermer en juillet prochain. L'annonce a été faite par la ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement qui a expliqué que le premier centre d'enfouissement technique sera mis en service à la même date. Le site d'Akwédo accueillait plus d'1 million de tonnes de déchets par an, ce qui impacte négativement la santé publique, l'écosystème lagunaire et la nappe phréatique d'Abidjan. Doigt des Lasers a rencontré les populations d'Akwédo. La décharge d'Akwédo. Ce site qui réceptionne toutes les ordures des 10 communes d'Abidjan depuis 1965 va être fermé dans les mois à venir. Elle sera délocalisée hors d'Abidjan selon le ministère de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement. Dans le village, les habitants se disent libérés des odeurs nauséabondes qui ont une incidence sur leur santé. À cause des déchets, là, beaucoup de choses versent ici. Bon, ça ne nous arrange pas. Quand ça tombe, la pluie tombe, odeur là, on ne supporte pas. Les gars tombent malades, on fait comment? On a l'habitude de vivre ici, donc on prend ça comme ça. Ça va au moins, ça va salir la ville puisqu'il n'y aura pas d'endroit pour déverser les ordures. Quand c'est comme ça, les poubelles seront accumulées dans les rues, dans les maisons. Si au moins il y a un coin pour stocker encore autre ordure, là il n'y a pas de problème. Pour la chefferie d'Akwédo, la décharge a causé assez de désagréments aux habitants qui attendent des réparations. Cette décharge a causé d'énormes conséquences à mon village, sinon à la communauté villageoise d'Akwédo, qui en a souffert énormément. On espère qu'après la fermeture, il y aura la phase de la réhabilitation. Et qui parle de réhabilitation, c'est un processus long. Nous pensions que le gouvernement a déjà pensé, mais nous aussi, nous avons notre petite idée. Nos démarches auprès des autorités en charge de la salubrité urbaine et de l'assainissement pour en savoir plus sur cette fermeture provisoire de la décharge d'Akwédo restent encore sans suite. Mais en attendant le mois de juillet prévu pour cette délocalisation, la décharge d'Akwédo reste ouverte pour recevoir des ordures ménagères des 10 communes d'Abidjan. Le tilapia et le thon au cœur d'une rumeur. L'un serait intoxiqué ou avarié et l'autre serait contaminé par un virus mortel. Des rumeurs démenties par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Selon le ministère, des inspections et contrôles qualité sont réalisés à tous les niveaux avant la commercialisation de ces poissons. Dans les rues d'Abidjan, par SMS et sur les réseaux sociaux, des rumeurs sur la consommation du poisson thon. On m'envoie même un SMS me dit que le poisson thon est intoxiqué de ne pas manger. Mais moi, j'en ai mangé. Même ce matin. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de complications. Moi, je n'ai rien vu sur le poisson thon. Puisqu'à midi, j'ai mangé avec mes soeurs. Hier à midi aussi, c'est la même chose qu'on a mangé. Moi, je n'ai rien vu dessus. J'ai mangé bien, je n'ai rien à voir. Sur la question, le ministère des Ressources animales et halieutiques rassure. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais eu de production thonière qui soit intoxiquée ou avariée qui est mise sur le marché ivoirien. Et mieux encore, ce sont des tonnes que l'industrie thonière en Côte d'Ivoire produit et une grande partie est exportée à l'Union européenne. Et nous avons toujours eu les félicitations de l'office qu'on appelle OAV qui veille à assurer l'inspection de toutes les productions extérieures de l'Union européenne qui envoient des denrées à l'Union européenne. Et à chaque fois qu'il y a des inspections, la Côte d'Ivoire s'en est toujours sortie avec les félicitations de l'Union européenne. Au moment où nous réalisons l'interview, une nouvelle rumeur sur le tilapia. Évitez de manger du tilapia, car depuis le 26 mai, le CIMIA, Système mondial d'information et d'alerte rapide, qui est une branche de l'OMS, a trouvé dans le tilapia un virus hautement dangereux et mortel. Faites passer l'information autour de vous. Encore une fois, c'est archi faux. Le tilapia qui est consommé en Côte d'Ivoire n'a pas de virus hautement pathogène
et tout le monde peut consommer le tilapia tranquillement. Le poisson en Côte d'Ivoire peut être consommé sans aucune crainte, aussi bien pour le tilapia, aussi bien pour le thon que tous les autres poissons que nous inspectons avant leur livraison à la consommation. Voilà qui rassure les populations sur la consommation du poisson en Côte d'Ivoire. Plus de 50 moulins modernes sont installés dans les gros villages de la région de la Bagoué et l'utilisation de ces moulins vont produire des richesses. Une idée du conseil régional de la Bagoué pour sortir ces femmes de la précarité. Soro Corona et Kwadio Kwame nous disent comment ces femmes accueillent la nouvelle. Quartier Bélé de Boundiali, il est à peine 7 heures. Adjaratou Diallo accomplit ses travaux ménagers. Elle pile son maïs qui servira de nourriture pour la journée. Toujours avec la même pénibilité, celle de moudre les grains de maïs à l'aide d'un pilon dans un mortier. Chaque matin, on est obligé de faire ce même travail. Souvent, ma paume est remplie de plaies, mais on va faire comme. Seul un moulin peut nous sauver de cette souffrance. Comme à Adjaratou, les femmes de la région de la Bagoué pratiquent cette méthode artisanale au quotidien par manque de moulins. Une pratique qui prend plus de temps et empêche ces femmes de vaquer à d'autres occupations. Souvent, tu piles jusqu'au soir. Si tu as d'autres choses à faire, c'est plus possible. Si tu dois aller vendre ce jour, ta journée est perdue. Depuis un mois, les femmes de Bélé utilisent de moins en moins le pilon et le mortier. Le quartier a désormais un moulin moderne, un don du conseil régional de la Bagoué pour aider les femmes de la région à se prendre en charge. Il y a deux objectifs, alléger la tâche et en même temps leur donner des notions de gestion. Parce que le moulin que nous avons offert, c'est à un groupement, mais l'usage est payant pour que justement qu'elles apprennent à épargner et à investir. Ce sont environ 30 moulins installés dans les départements de Boundiali, Kouto et Tengrida. Les groupements de femmes dans les villages et quartiers en sont les bénéficiaires. Elles saluent cette action qui leur permettra d'aller à leur autonomisation. On ne finira pas de dire merci à Bamba Siama. Il vient de nous mettre sur le chemin du développement. L'argent que nous allons économiser va permettre d'acheter un autre moulin et aider aussi nos sœurs qui veulent faire le commerce. Les revenus de ces moulins servent de ressources pour le financement d'autres activités génératrices de revenus. En 3 ans, ce sont plus de 70 millions de francs CFA investis pour l'achat de moulins dans le cadre de l'autonomisation de la femme de la région de la Bagoué. 763 kg de cannabis d'une valeur de 20 millions de francs CFA ont été saisis par la brigade de gendarmerie de Grand Bassam. Cette saisie a été opérée sur le plan lagunaire du village de Modeste. Ce sont au total 13 ballots de cannabis qui ont été découverts. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d'arrêter les propriétaires des colis. Et puis la Gambie réintègre le Commonwealth presque 5 ans après son retrait sous le régime de Yahya Jammeh, qu'il avait décrit comme une institution néocoloniale. Le Commonwealth dénonçait souvent les violations des droits de l'homme en Gambie. Le retour du pays dans le Commonwealth est officialisé aujourd'hui à Londres, au siège de l'organisation constituée d'une 50aine d'États. La Gambie devient alors le 4e pays à revenir dans le Commonwealth après l'Afrique du Sud, le Pakistan et les Fidji. Poser un colis à un éléphant, un exercice pas aisé. Une question est au cœur d'un ambitieux programme de l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon qui vise à suivre les pachydermes par GPS, étudier leur déplacement pour à terme les protéger des braconniers. En Belgique, à Molenbeek, un incubateur de start-up déjoue la mauvaise réputation de cette commune populaire de Bruxelles à forte population marocaine frappée par le chômage et la pauvreté et plus récemment par les stigmates du terrorisme. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. Ibrahim a arrêté l'école à 13 ans. Pourtant, il est aujourd'hui à la tête de 4 entreprises, mais aussi de l'association Molengeek qui est lancée en mai 2015. L'idée, rendre accessible l'entrepreneuriat numérique à tous les jeunes, même des quartiers les plus fragilisés.
Une manière également de montrer une autre image de Molenbeek, une commune belge souvent associée au terrorisme. Il faut vraiment bien se rendre compte que le secteur des nouvelles technologies en général est un milieu assez élitiste et qu'on retrouve souvent les mêmes types de profils, très peu de gens issus de la diversité, très peu de femmes également. Et donc c'était important de pouvoir ouvrir finalement ce monde. Si ça ne va pas, si eux ne sont pas adaptés au système scolaire ou si le système scolaire n'est pas adapté à eux, eh ben, il y a toujours moyen de se créer une carrière professionnelle. Dans cet espace de coworking, les jeunes se réunissent pour développer leurs projets et échanger leurs idées. Ils apprennent également à coder pour créer leur site web ou application mobile. Adnan fait partie des 30 jeunes venus découvrir Molengeek aujourd'hui. Je suis venu et je me suis informé un peu pour savoir ce qu'il y avait, etc. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être vraiment bien et j'ai envie de m'investir là-dedans pour voir ce qui va se passer par la suite. Molengeek a reçu le soutien de géants du numérique comme Samsung, Microsoft, Google et même des Nations Unies. Moins de 3 ans après sa création, l'association a vu naître 15 projets de start-up en tout genre. Je pensais que j'allais travailler à la poste ou propreté là comme ça. Sinon, une fois que j'ai rencontré Molengeek, je me suis dit écoute, je vais me lancer en tant qu'entrepreneur, je vais me lancer en tant qu'indépendant, être mon propre chef et pouvoir gérer des propres clients moi-même. Pour Julie et Ibrahim aussi, les projets se multiplient. Un deuxième centre spécialisé dans les technologies audiovisuelles ouvrira bientôt ses portes à Bruxelles et un troisième en Italie avant la fin de l'année. En Haute-Volta, le Burkina Faso actuel, à la suite de tensions au sein de l'appareil politique, le président en poste à l'époque, Sangoulé Lamizana, suspend la Constitution le 8 février 1974. Une large place est faite aux civils dans le gouvernement. Cette deuxième république va être mise en péril par des dissensions au sein du parti majoritaire. Retour dans le passé avec Anne-Zélie Kayoura et Dangui Dangui. Le régime de Maurice Yaméogo, qui a été pourtant réélu le 30 octobre 1965 à 99,97% des voix, cède finalement aux revendications. Le 3 janvier 1966, Aboubakar Sangoulé Lamizana, alors chef d'état-major de l'armée, annonce la chute du régime. Il réinstaure la liberté civique et fait voter en 1970 une nouvelle constitution encourageant le multipartisme et réduisant le pouvoir des militaires. Né en 1916, Aboubakar Sangoulé Lamizana est admis à l'école des officiers africains à Saint-Louis, Sénégal. Il est incorporé le 18 janvier 1936 dans l'armée française comme tirailleur sénégalais. Il est alors âgé de 20 ans et est enrôlé dans l'armée coloniale française. Après 25 ans de carrière militaire, il prend sa retraite en 1961. Il réintégrera alors l'armée voltaïque plus tard. Le 5 août 1960, la Haute-Volta devient indépendante. Le 24 avril 1961, des accords de coopération sont signés avec la France et le poste de chef de bataillon échoua à Lamizana, qui devient le premier chef d'état-major des forces armées voltaïques, le 1er novembre 1961. En décembre 1970, il organise des élections législatives et nomme en février 1971 Gérard Kando Ouédraogo comme Premier ministre. Les vives querelles entre le Premier ministre et Joseph Ouédraogo, le président de l'Assemblée nationale d'alors, entraînent une paralysie de l'État. Le 8 février 1974, Aboubakar Sangoulé Lamizana suspend la Constitution. Un gouvernement de renouveau national est nommé, composé en majorité de militaires, dont le colonel Saïe Zerbo, ministre des Affaires étrangères. Des dissensions apparaissent au sein du parti majoritaire. La Deuxième République est en péril. Elle est remplacée par une troisième en 1977. Au premier tour de l'élection présidentielle de mai 1978, le général Sangoulé Lamizana est mis en ballottage par le candidat de l'Union nationale pour la défense de la démocratie. Il sera alors élu au second tour avec 56,27% des voix. Une série de grèves déclenchées par le syndicat des enseignants en 1980 se généralise. Le 25 novembre, Aboubakar Sangoulé Lamizana est renversé par un coup d'État militaire. Son ancien ministre des Affaires étrangères, le colonel Saïe Zerbo,
prend sa place. Le 26 mai 2005, à l'âge de 90 ans, le père de l'armée voltaïque et burkinabé tire sa révérence. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.